22 août 2000, 03h47 du matin. Dans les profondeurs glaciales de la mer de Barents, à exactement 108 mètres sous la surface, quelque chose d'horrible se produit dans l'obscurité absolue. Un silence. Un silence qui n'a rien de naturel. Le commandant norvégien Arne Skaug retire lentement son casque audio. Ses mains ne tremblent pas. Il a trop d'expérience pour cela. Mais son visage devient pâle dans la lumière blanche du centre de commande. Pendant 6 jours depuis que son équipe de sauvetage est arrivée dans ses eaux, il a écouté le même son. Un son qui lui donnait de l'espoir, aussi faible soit-il. SOS, le code morse universel de détresse. Tapé contre la coque d'acier du sous-marin nucléaire Kursk par des hommes piégés à l'intérieur. Des hommes vivants. Des hommes qui attendaient, qui espéraient, qui comptaient chaque seconde. Mais maintenant, pour la première fois depuis 6 jours, il n'y a plus rien. Juste le silence des profondeurs. Le silence éternel et impitoyable de l'océan. Skaug se tourne vers son équipier, un plongeur britannique nommé Graham Mann, qui a participé à plus de sauvetages en eau profonde qu'il ne peut en compter. Mann secoue la tête lentement, ses yeux reflétant la même terrible compréhension. « Ils sont morts », murmure Skaug. « Ce n'est pas une question, c'est une constatation, une sentence. Un requiem CE que ces hommes ne savent pas encore, c'est qu'ils vont bientôt découvrir quelque chose qui les hantera pour le reste de leur vie. » À l'intérieur de ce cercueil d'acier, dans le compartiment numéro 9 à l'arrière du sous-marin, ils trouveront les corps de 23 hommes. Et dans les poches de ces hommes, écrits à la main sur du papier détrempé dans l'obscurité presque totale, ils découvriront des lettres d'adieu, des lettres d'amour, des lettres qui prouvent que ces hommes n'ont pas subi une mort instantanée et miséricordieuse, comme le gouvernement russe l'affirmait au monde entier. Non, ces hommes ont survécu pendant des jours dans l'obscurité, l'eau glacée montant lentement autour d'eux, l'oxygène s'amenuisant avec chaque respiration, sachant qu'ils allaient mourir, attendant que la mort vienne les chercher. Et pendant tout ce temps, à des milliers de kilomètres de là, le président de la Russie, Vladimir Poutine, était en vacances. Il restait en vacances. Revenons en arrière. 10 jours plus tôt, le 12 août 2000. Pour comprendre l'horreur de ce qui va se passer dans le compartiment numéro 9 du Kursk, il faut d'abord comprendre la fierté démesurée qui régnait à bord de ce sous-marin. Le K-141 Kursk n'était pas un simple sous-marin. C'était l'orgueil de la marine russe, le summum de la technologie soviétique tardive. Un monstre d'acier de 154 mètres de long et 18 300 tonnes en plongée. Un sous-marin de classe Oscar II, conçu pour une seule mission, détruire les porte-avions américains. Ses capacités étaient terrifiantes. 24 missiles de croisière à guidage nucléaire, capables de frapper des cibles, à 500 km de distance. 28 torpilles, dont certaines équipées de têtes nucléaires, 2 réacteurs nucléaires, fournissant une puissance presque illimitée. Une coque double en acier capable de plonger à 500 mètres de profondeur. Des systèmes de sonar si sophistiqués qu'ils pouvaient détecter un sous-marin ennemi à plus de 100 km. Et surtout, un équipage d'élite. 118 hommes, parmi les meilleurs de la marine russe. Des hommes qui avaient passé des années à s'entraîner dans les académies navales de Saint-Pétersbourg et Mourmansk. Des hommes qui connaissaient chaque valve, chaque système, chaque procédure d'urgence de leur bâtiment. Le capitaine de vaisseau Gennady Lyachin, 45 ans, commandait le Kursk avec une compétence reconnue par tous. Vétéran de 23 ans de service dans les sous-marins, il avait la réputation d'être strict mais juste, exigeant mais protecteur envers son équipage. Il connaissait le nom de chaque homme à bord. Il connaissait leur famille, leurs enfants, leurs rêves. Son second, le capitaine de corvette, Dimitri Kolesnikov, n'avait que 27 ans, mais était déjà considéré comme l'un des officiers les plus prometteurs de sa génération. Diplômé avec mention de l'Académie navale Frunze, spécialiste des systèmes de propulsion nucléaire, Kolesnikov incarnait la nouvelle génération de sous-mariniers russes, hautement éduqués, techniquement brillants, fiers de leur métier. Il s'était marié 3 mois plus tôt. Sa femme, Olga, avait 24 ans. Ils avaient prévu de commencer une famille après cette patrouille. Kolesnikov avait promis qu'après ce dernier exercice, il demanderait une mutation à terre pour quelques années, pour être avec elle, pour construire leur vie ensemble. Cette promesse ne serait jamais tenue. Le 12 août 2000, à 10 heures du matin, le Kursk quitte la base navale de Vidyayevo sur la péninsule de Kola,
pour participer à ce qui devait être le plus grand exercice naval russe depuis la fin de la guerre froide. 30 navires de surface, 3 sous-marins nucléaires, des avions de reconnaissance, des bombardiers à longue portée. Un déploiement massif de forces destiné à montrer au monde que la marine russe, malgré les difficultés économiques des années post-soviétiques, restait une puissance redoutable. L'équipage est confiant. Ils ont effectué ces exercices des dizaines de fois. Les procédures sont rodées. Le Kursk est invincible. C'est ce qu'on leur a dit. C'est ce qu'ils croient. Mais il y a un problème que personne à bord ne connaît. Un problème qui se cache dans le compartiment des torpilles avant, dans le tube lance-torpille numéro 4. Un problème chimique qui, dans exactement 28 heures, va transformer ce sous-marin invincible en cercueil. La torpille qui se trouve dans ce tube est une 65-76A, un modèle développé dans les années 1970. Elle mesure 7 mètres de long, pèse 2700 kg et contient une tête explosive de 500 kg. Mais ce qui rend cette torpille particulièrement dangereuse, ce n'est pas sa charge explosive, c'est son carburant, le peroxyde d'hydrogène à haute concentration. HTP en anglais, les ingénieurs soviétiques l'appelaient le carburant du diable. Le HTP est du peroxyde d'hydrogène stabilisé à 90% de concentration. Pour comparaison, le peroxyde d'hydrogène que vous utilisez pour désinfecter une plaie est à 3%. L'HTP à 90% est une substance extraordinairement instable et dangereuse. Au contact de certains métaux, de la rouille ou même de simples impuretés organiques, il se décompose violemment, libérant de l'oxygène pur et une chaleur intense. Les sous-mariniers russes détestaient les torpilles HTP. Ils les surnommaient colibris, le colibri, parce qu'elles étaient petites, rapides et mortelles. Plusieurs accidents s'étaient déjà produits avec ce type de torpille au cours des décennies précédentes. Des fuites, des incendies, des explosions. Mais la marine russe continuait à les utiliser parce qu'elles étaient plus rapides et avaient une plus longue portée que les torpilles à propulsion conventionnelle. Le 12 août 2000, à 11h26 du matin, le Kursk est en position pour commencer ses exercices de tir. La mer de Barents est relativement calme. Le temps est couvert mais sans tempête. Les conditions sont parfaites. Dans le compartiment des torpilles avant, l'équipe de torpilleurs prépare un tir d'entraînement. La procédure est simple, charger la torpille dans le tube, vérifier tous les systèmes, pressuriser le tube avec de l'air comprimé, ouvrir la porte extérieure, lancer la torpille. La torpille d'entraînement n'a pas de charge explosive active. Elle est conçue pour simuler une attaque, puis revenir à la surface pour être récupérée. Mais quelque chose ne va pas avec la torpille dans le tube numéro 4. 11h28. Un matelot nommé Andrei Tchatkov remarque quelque chose d'inhabituel. Un sifflement, faible mais distinct. Il se penche vers le tube lance-torpille et touche la surface métallique. Elle est chaude, anormalement chaude. « Camarade lieutenant, dit-il au chef torpilleur, le lieutenant Maxime Safonov, il y a quelque chose qui ne va pas avec le tube 4. Safonov s'approche. Il entend le sifflement aussi. Son visage devient blanc. Il comprend immédiatement ce qui se passe. La torpille HTP a une fuite. Le peroxyde d'hydrogène fuit de son réservoir et entre en contact avec le métal du tube. La réaction chimique a commencé. Alerte rouge dans le compartiment torpille. Hurle Safonov dans l'interphone. Fuite de HTP dans le tube 4. Évacuation immédiate du compartiment. Mais il est déjà trop tard. À 11h28 et 27 secondes, la réaction chimique atteint un point critique. Le peroxyde d'hydrogène se décompose si rapidement qu'il génère une chaleur de plus de 600 degrés Celsius. Cette chaleur déclenche la détonation partielle de la tête explosive de la torpille. Ce n'est pas encore la catastrophe totale. C'est juste la première explosion. Relativement petite. L'équivalent d'environ 100 kg de TNT. Suffisante pour déchirer le tube lance-torpille et tuer instantanément les 7 hommes présents dans le compartiment des torpilles. Le capitaine Liachin, dans la salle de contrôle centrale, entend l'explosion. Il sait exactement ce qui vient de se passer. Il a été formé pour ce genre d'urgence pendant des années. Il hurle ses ordres avec une rapidité et une clarté remarquables. Fermeture de toutes les portes étanches. Surfaçage d'urgence. Chassez tous les ballasts. Mais il n'a que 135 secondes pour sauver son sous-marin. 135 secondes avant que la catastrophe ne devienne un cataclysme.
parce que dans le compartiment des torpilles avant, maintenant déchiré par la première explosion, il y a 23 autres torpilles. Certaines sont conventionnelles, mais plusieurs sont des torpilles HTP. Et l'incendie déclenché par la première explosion chauffe maintenant ces torpilles, leurs réservoirs de carburant, leurs têtes explosives. Les hommes du Koursk tentent désespérément de sauver leur navire. Les systèmes de lutte contre l'incendie automatique se déclenchent, inondant le compartiment avant avec de l'eau de mer sous haute pression. Mais l'incendie est trop intense. La chaleur est trop grande. À 11h, 30 minutes et 42 secondes, exactement 2 minutes et 15 secondes après la première explosion, les têtes explosives des torpilles stockées dans le compartiment avant détonnent. Simultanément, l'explosion est d'une violence inimaginable. 7 tonnes d'explosifs détonnent en une fraction de seconde dans un espace confiné, l'équivalent d'un petit séisme. Les stations sismiques norvégiennes, à des centaines de kilomètres de là, enregistreront cette explosion avec une magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter. C'est l'équivalent de 2 tonnes de TNT qui explosent. Les 3 premiers compartiments du Koursk, le compartiment des torpilles, le compartiment des missiles de croisière et une partie du compartiment de navigation sont instantanément pulvérisés. Les cloisons d'acier de 10 cm d'épaisseur, conçues pour résister à la pression des profondeurs, se vaporisent littéralement. Les corps des hommes dans ces compartiments sont déchiquetés au-delà de toute reconnaissance. Le capitaine Liatchin, dans la salle de contrôle centrale du compartiment 4, n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. L'onde de choc le tue instantanément, ainsi que tous les hommes autour de lui. La moitié avant du sous-marin cesse d'exister en tant que structure reconnaissable. Le Koursk, fracturé, brisé, avec des milliers de tonnes d'eau de mer s'engouffrant dans sa coque déchirée, commence à couler. Il est à une profondeur de seulement 20 mètres quand l'explosion se produit. Il lui faut moins de 2 minutes pour atteindre le fond de la mer de Barents, 108 mètres plus bas. Il s'écrase sur le fond avec une telle force que son nez s'enfonce de plusieurs mètres dans la vase et le sable. 115 hommes sont morts, certains instantanément dans l'explosion, d'autres noyés dans les secondes qui ont suivi alors que l'eau envahissait les compartiments éventrés. D'autres encore écrasés ou projetés contre les cloisons par la violence de la descente. Mais dans les compartiments 8 et 9, à l'arrière du sous-marin, derrière les portes étanches massives qui ont tenu bon malgré l'explosion, 23 hommes sont vivants. 23 hommes piégés dans l'obscurité, à 108 mètres de profondeur, dans un sous-marin mort dont les réacteurs nucléaires se sont automatiquement arrêtés, dont tous les systèmes électriques principaux sont détruits, dont la moitié avant n'existe plus. 23 hommes qui viennent de comprendre qu'ils sont dans une tombe. Le compartiment numéro 9 du Koursk mesure environ 8 mètres de long sur 6 mètres de large. C'est le compartiment des moteurs de propulsion de secours et des systèmes de direction d'urgence. Dans des conditions normales, seulement 3 ou 4 hommes y travaillent à la fois. C'est un espace industriel encombré de tuyauteries, de valves, de câblages électriques, de machines. Maintenant, il y a 23 hommes entassés dans cet espace. 23 hommes en état de choc, trempés, gelés, terrifiés, mais vivants. Le lieutenant Dimitri Kolesnikov est l'officier le plus haut gradé parmi les survivants. Quand l'explosion s'est produite, il était dans le compartiment 8, supervisant une équipe de maintenance sur les turbines principales. L'onde de choc l'a projeté contre une cloison, lui fracturant probablement 2 côtes, mais il est conscient. Il est en vie, et en tant qu'officier le plus gradé, c'est maintenant à lui de commander ces hommes, de les maintenir en vie, de trouver un moyen de les sauver. Les premières minutes sont le chaos total. L'obscurité est presque complète. Seules quelques lampes d'urgence alimentées par batterie fonctionnent encore, projetant une lueur rouge fantomatique sur les visages terrifiés des hommes. L'eau glacée monte dans le compartiment 8, forçant les survivants à se réfugier dans le compartiment 9 et à fermer la porte étanche derrière eux. Kolesnikov prend rapidement le contrôle de la situation. Sa voix, calme et autoritaire malgré la douleur de ses côtes cassées, coupe à travers la panique. Silence. Tous, silence immédiat. Les hommes se taisent progressivement. Ils le regardent dans la faible lueur rouge, attendant ses ordres, s'accrochant à l'espoir que leur officier sait quoi faire, qu'il a un plan. « Rapport », dit Kolesnikov. « Qui est-ce blessé ?» Ils font l'inventaire. Plusieurs hommes ont des contusions, des coupures. Le matelot Sacha Neustroyev a le bras droit cassé. Le mécanicien Igor Belikov
a une plaie profonde au cuir chevelu qui saigne abondamment. Mais personne n'a de blessures immédiatement mortelles. Bien, dit Kolesnikov. Maintenant, l'inventaire des ressources. Oxygène, nourriture, eau, équipement de survie. Le lieutenant Rachid Aryapov, 25 ans, spécialiste des systèmes de survie en sous-marin, fait rapidement les calculs. Le compartiment 9 contient des cartouches régénératrices d'oxygène, des dispositifs chimiques qui absorbent le dioxyde de carbone expiré et libèrent de l'oxygène frais. Mais ils sont conçus pour 3 ou 4 hommes. Pas 23. Camarade lieutenant, dit Aryapov, sa voix tremblante, avec 23 hommes, en rationnant notre respiration au maximum, nous avons de l'oxygène pour peut-être 3 jours. 4 si nous avons de la chance. 3 jours. 72 heures. Kolesnikov hoche la tête lentement. Il ne montre aucune émotion, mais intérieurement il fait les calculs. Les protocoles de sauvetage de la marine russe stipulent que des équipes de secours doivent être déployées dans les 12 heures, suivant la perte de contact avec un sous-marin. Les mini-sous-marins de sauvetage peuvent atteindre des profondeurs de 1000 mètres. 108 mètres ne pose aucun problème technique. Si les secours arrivent dans les 12 heures, ils peuvent tenir facilement. Même 24 heures. Même 48 heures. 3 jours, c'est serré, mais possible. Ce que Kolesnikov ne sait pas, ce qu'aucun des 23 hommes piégés ne peut imaginer, c'est que les secours ne viendront pas dans 12 heures, ni dans 24 heures, ni même dans 72 heures à la surface, à exactement 11h34, seulement 4 minutes après la deuxième explosion. Le vaisseau amiral de l'exercice naval détecte la perte de contact avec le Koursk. Les opérateurs radio appellent le sous-marin encore et encore. Pas de réponse. Les sonars actifs balaient la zone. Ils détectent le Koursk immobile au fond de l'eau, mais aucun signal, aucune communication. Le contre-amiral Vyacheslav Popov, commandant de la flotte du Nord, est immédiatement informé. Popov est un vétéran de 30 ans de service, un homme qui a survécu à la guerre froide, qui connaît les dangers des sous-marins nucléaires. Il comprend instantanément la gravité de la situation, mais il y a un problème politique qui va coûter la vie à 23 hommes. L'exercice naval auquel participe le Koursk est le plus important déploiement militaire russe depuis des années. Des observateurs étrangers le surveillent. Les médias russes en font la une. C'est une démonstration de force, destinée à montrer que la Russie post-soviétique est toujours une superpuissance militaire. Admettre qu'un sous-marin nucléaire de pointe vient d'exploser et de couler lors de cet exercice serait une humiliation nationale catastrophique. Alors Popov attend. Il attend avant de faire un rapport complet. Il attend avant d'ordonner le déploiement des équipes de sauvetage. Il attend avant d'informer le commandement suprême à Moscou. Il attend 4 heures précieuses avant de faire quoi que ce soit. Et à Moscou, quand le rapport arrive finalement, personne ne sait comment réagir. Le ministre de la Défense Igor Sergeyev est en réunion. Le chef d'état-major Anatoly Kvachnin est en déplacement. Et le président Vladimir Poutine, qui n'est en fonction que depuis 7 mois, est en vacances dans la station balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire, à des milliers de kilomètres de là. Les conseillers de Poutine débattent. Faut-il l'informer immédiatement? L'arracher à ses vacances pour une crise qui n'est peut-être pas si grave? Après tout, le rapport initial est vague. Un accident avec le Koursk. Peut-être juste un problème technique mineur. Peut-être le sous-marin est-il déjà en train de remonter. Il décide d'attendre d'avoir plus d'informations. Cette décision condamnera 23 hommes. Pendant ce temps, dans le compartiment 9, Dimitri Kolesnikov a organisé ses hommes du mieux qu'il peut. Il a établi un système de rationnement de l'oxygène. Les hommes doivent rester aussi immobiles que possible pour minimiser leur consommation d'oxygène. Pas de mouvements inutiles. Parlez seulement quand c'est nécessaire. Respirez lentement, profondément, calmement. Il a également organisé un système de surveillance de l'eau. Le compartiment 8, juste à côté, est en train de se remplir lentement. Si l'eau monte trop haut, elle pourrait faire céder la porte étanche entre les compartiments 8 et 9. Ils doivent surveiller le niveau constamment. Et il a fait une autre chose. Une chose qui témoigne de son intelligence, de sa prévoyance, mais aussi de son terrible pressentiment que les secours pourraient ne pas arriver à temps. Il a demandé à tous les hommes d'écrire leur nom sur une liste complète de tous les survivants du compartiment 9. Et il a commencé à écrire une lettre. Il est 13h15, seulement 2 heures après l'explosion. Kolesnikov sort un stylo de sa poche de poitrine, un stylo que sa femme Olga lui a offert pour son anniversaire.
et un carnet imperméable utilisé pour les notes de service. Dans la lueur rouge faible de la lampe d'urgence, il commence à écrire. 13-15. Tout le personnel des sections 6, 7 et 8 est maintenant dans la 9e section. Il y a 23 personnes ici. Nous avons pris cette décision à la suite de l'accident. Aucun de nous ne peut atteindre la surface. Il s'arrête. Relis ce qu'il vient d'écrire. Aucun de nous ne peut atteindre la surface. Les mots sont définitifs, terribles. Mais vrai, il continue. J'écris à l'aveugle. Il semble qu'il n'y ait aucune chance. 10-20%. Espérons qu'au moins quelqu'un lira ceci. Salutations à tout le monde. Pas besoin de désespérer. Puis il écrit la liste. 23 noms. 23 hommes. Il les connaît tous. Certains sont ses amis depuis des années. D'autres sont des jeunes recrues qu'il a formés lui-même. Lieutenant Rachid Aryapov, 25 ans, marié une fille de 2 ans nommée Alina. Matelot Dmitri Starostin, 20 ans. Le plus jeune du groupe, en est à sa première patrouille. Sergent-chef Andrei Droujinine, 35 ans, vétéran de 15 ans de service. Mécanicien Arnold Borisov, 28 ans. Fiancé devait se marier en novembre. 23 noms, 23 vies, 23 familles qui attendent à Mourmansk. À Saint-Pétersbourg, dans de petits villages à travers la Russie, sans savoir encore que leurs fils, leurs maris, leurs pères sont piégés au fond de la mer. Kolesnikov plie soigneusement la lettre et la glisse dans la poche intérieure de sa combinaison. Il espère qu'il n'aura jamais besoin de la donner à quiconque. Il espère que dans quelques heures, les secours arriveront, qu'ils seront sauvés, et que cette lettre ne sera qu'une curiosité. Un document historique sur le jour où nous avons presque perdu le Koursk. Mais au fond de lui, il sait déjà. Il sait que quelque chose ne va pas. Les protocoles de sauvetage sont clairs. Si un sous-marin coule pendant un exercice, avec des dizaines de navires de surface dans les environs, les secours devraient être là en quelques heures maximum. Mais il n'entend rien. Aucun bruit de navire au-dessus d'eux. Aucun signal sonore des équipes de recherche. Juste le silence, troublé seulement par le craquement occasionnel de la coque sous la pression et le gargouillement, de l'eau qui continue à s'infiltrer dans le compartiment 8. Les heures passent lentement, douloureusement. Les hommes restent assis dans l'obscurité, enveloppés dans des couvertures de survie, pour lutter contre le froid qui s'installe. À cette profondeur, l'eau de mer est à environ 4 degrés Celsius. Le compartiment n'a plus de chauffage. La température intérieure descend rapidement. Certains hommes prient, d'autres restent silencieux, perdus dans leurs pensées. Quelques-uns pleurent doucement. Le matelot Starostin, le plus jeune, ne peut pas arrêter de trembler. Pas seulement à cause du froid, mais à cause de la peur pure qui le saisit quand il pense à mourir ici dans ce tube de métal, sans revoir sa mère, sans avoir vraiment vécu. Le lieutenant Aryapov s'assoit à côté de Kolesnikov. Il parle à voix basse pour que les autres n'entendent pas. Dimitri, soyons honnêtes. Combien de temps avons-nous vraiment? Kolesnikov le regarde dans la pénombre. Aryapov mérite la vérité. Ils sont officiers. Ils comprennent les mathématiques de la mort. Avec 23 hommes, en respirant normalement, les cartouches d'oxygène tiendront environ 48 heures. Peut-être 60 heures, si nous ralentissons vraiment notre respiration. Mais ce n'est pas l'oxygène qui nous tuera en premier. Le dioxyde de carbone, murmure Aryapov. Oui. Les cartouches peuvent absorber seulement une certaine quantité de CO2. Quand elles seront saturées, le niveau de dioxyde de carbone dans l'air augmentera. À 3%, nous aurons des maux de tête et des nausées. À 5%, nous commencerons à perdre conscience. À 10%, nous mourrons. Combien de temps? 3 jours. Peut-être 4. Pas plus. Aryapov hoche la tête. Il sort une photo de sa poche. Sa femme tenant leur fille Alina. La photo est déjà humide, les bords commencent à se recourber. Il la regarde longuement dans la lumière rouge. « Je dois écrire quelque chose pour elle, » dit-il. « Au cas où ?» ?»« Oui, » répond Kolesnikov. « Moi aussi. » Cette nuit-là, la première nuit, plusieurs hommes écrivent des lettres. Pas tous. Certains ne peuvent pas. Certains refusent d'accepter qu'ils pourraient ne pas être sauvés. Mais d'autres, les réalistes, les pragmatiques, sortent des bouts de papier, des carnets, tout ce qu'ils peuvent trouver et commencent à écrire. Des lettres aux femmes qu'ils aiment, aux enfants qu'ils ne verront pas grandir, aux parents qui les enterreront. Des lettres qui disent « Je t'aime et ne pleure pas » et « Dis à mon fils que j'étais fier de lui et pardonne-moi ». Le lieutenant Aryapov écrit à sa fille Alina
Même s'il sait qu'elle est trop jeune pour comprendre maintenant. Peut-être quand elle sera plus grande. Peut-être que sa mère lui lira cette lettre un jour et elle saura que son père pensait à elle dans ses derniers moments. « Ma chère Alina, écrit-il dans l'obscurité, papa t'aime très fort. Sois une bonne fille pour maman. Étudie bien. Sois gentille avec les autres. Je suis désolé que je ne puisse pas te voir grandir. Je suis désolé que je ne puisse pas être là pour ton premier jour d'école, pour ton mariage, pour tout. Mais sache que chaque jour de ta vie, même si tu ne peux pas me voir, papa te regarde du ciel et est fier de toi. » Il ne peut pas continuer. Les larmes l'aveuglent. Il plie la lettre, la glisse dans sa poche et se détourne pour que personne ne le voie pleurer. Le matelot Dimitri Starostin, 20 ans, écrit à sa mère dans leur petit village près de Novgorod. Son écriture est maladroite, tremblante, non seulement à cause de l'obscurité et du froid, mais parce que ses mains tremblent de terreur. « Maman, je ne sais pas si tu liras jamais ceci. J'espère que non. J'espère que nous serons sauvés et que je pourrai te raconter cette histoire moi-même quand je rentrerai à la maison. Mais au cas où, je veux que tu saches que je t'aime. Je regrette toutes les fois où j'ai été un mauvais fils. Je regrette d'avoir rejoint la marine au lieu de rester avec toi à la ferme. Tu avais raison. Tu as toujours raison. S'il te plaît, ne sois pas trop triste. Je ne veux pas que tu pleures pour moi. Mais elle pleurera. Bien sûr qu'elle pleurera. Quand un officier en uniforme viendra frapper à sa porte dans quelques semaines, quand il lui dira d'une voix officielle et distante que son fils est porté disparu en mer, elle s'effondrera. Et quand un an plus tard, elle recevra cette lettre que les plongeurs auront retrouvée dans la poche de son fils noyé, elle la lira encore et encore, jusqu'à ce que le papier tombe en morceaux entre ses doigts, jusqu'à ce qu'elle connaisse chaque mot par cœur, jusqu'à ce que la douleur devienne simplement une partie d'elle-même. Quelque chose qu'elle portera chaque jour jusqu'à sa propre mort. La première journée se transforme en deuxième journée, puis en troisième. À la surface, un ballet macabre de mensonges et d'incompétences se déroule. Le 13 août, 24 heures après l'explosion, le gouvernement russe émet enfin un communiqué de presse. Mais il ne mentionne pas que le Koursk a coulé. Il dit simplement qu'il y a eu un incident technique mineur et que le sous-marin est en train de réparer des systèmes auxiliaires. Aucune mention de l'explosion, aucune mention des hommes piégés, aucune vérité. Les familles des marins, rassemblées à la base navale de Vidyayevo, sentent immédiatement que quelque chose ne va pas. Les épouses, les mères, les fiancées connaissent les mensonges bureaucratiques. Elles ont vécu toute leur vie dans le système soviétique puis russe. Elles savent que quand les officiels disent « incident technique mineur », cela signifie généralement catastrophe majeure. Mais elles n'ont aucun pouvoir. Elles ne peuvent qu'attendre, prier et espérer que leurs hommes reviendront. Le 14 août, 48 heures après l'explosion, la marine russe déploie finalement ses mini-sous-marins de sauvetage. 2 véhicules, le Prise et le Bester, sont envoyés sur les lieux. Ce sont de petits submersibles conçus pour s'arrimer à l'écoutille de secours d'un sous-marin en détresse et évacuer l'équipage. En théorie, c'est simple. En pratique, c'est un désastre. Les mini-sous-marins russes n'ont pas été correctement entretenus depuis des années. Les budgets de défense de la Russie post-soviétique ont été sévèrement réduits. L'équipement est ancien, rouillé, dysfonctionnel. Le système d'arrimage, le mécanisme crucial qui permet aux mini-sous-marins de se verrouiller hermétiquement sur l'écoutille du Koursk, ne fonctionne pas correctement. Le prix descend vers le Koursk. Les opérateurs peuvent voir le sous-marin géant gisant sur le fond marin, sa proue complètement détruite, sa poupe apparemment intacte. Ils manœuvrent vers l'écoutille de secours à l'arrière. Mais quand ils tentent de s'arrimer, le mécanisme ne s'enclenche pas. Ils essayent encore. Et encore. 15 tentatives. 20 tentatives. Chaque fois, ils échouent. Pendant ce temps, à l'intérieur du compartiment neuf, les hommes piégés entendent les bruits. Les moteurs du mini-sous-marin. Les vibrations de la coque quand ils tentent de s'arrimer. Ils comprennent que les secours sont là. Ils comprennent que quelqu'un essaie de les sauver. L'espoir renaît. Les hommes se regardent dans l'obscurité. Des sourires fragiles sur leurs visages épuisés. Ils sont là, murmure Starostin. Ils vont nous sortir d'ici. Mais les heures passent. Les tentatives d'arrimage continuent d'échouer. Et lentement, terriblement. L'espoir se transforme en quelque chose d'autre. En désespoir, Kolesnikov comprend ce qui se passe. Les systèmes d'arrimage ne sont pas compatibles. Ou ils sont défectueux, ou quelque chose est cassé. Peu importe la raison, le résultat est le même. Les secours sont à quelques mètres au-dessus de leur tête. Mais ils pourraient aussi bien être à 1000 kilomètres.
Le 15 août, 72 heures après l'explosion, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un sous-marin britannique, le HMS Splendid, qui patrouille dans la région dans le cadre d'une mission de renseignement, les Britanniques et les Russes continuent de s'espionner mutuellement même après la fin de la guerre froide, détecte un son venant du Kursk, tap tap tap, tap 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 tap, SOS, en code morse. Quelqu'un frappe contre la coque du sous-marin avec un objet métallique. Quelqu'un est vivant là-dedans. Le commandant du Splendid, le capitaine de corvette Simon Asquith, envoie immédiatement un rapport via des canaux diplomatiques. Nous détectons des signaux SOS venant du Kursk. Des survivants sont à bord. Je répète, des survivants sont à bord. Le message arrive au ministère de la Défense britannique. De là, il est transmis aux Russes via l'ambassade. La réponse russe est stupéfiante. Nous avons la situation sous contrôle. Aucune assistance étrangère n'est nécessaire. Les Britanniques offrent d'envoyer leur équipement de sauvetage en eau profonde, le système LR5, un mini-sous-marin spécialement conçu pour les sauvetages de sous-marins, avec des systèmes d'arrimage modernes et compatibles avec les normes OTAN. Il peut être sur place en 24 heures. La réponse russe, non. Les Norvégiens offrent également leur aide. Ils ont une des meilleures équipes de plongée en eau profonde au monde. Ils ont l'équipement. Ils ont l'expertise. Ils peuvent être là en moins de 24 heures. La réponse russe, non, merci, nous n'avons pas besoin d'aide. Pourquoi? Pourquoi refuser l'aide quand des hommes sont en train de mourir? La fierté? La paranoïa. La peur de révéler des secrets militaires. La peur de l'humiliation nationale. La peur d'admettre que la grande marine russe ne peut pas sauver ses propres hommes. Et Vladimir Poutine, il est toujours en vacances. Il apparaît à la télévision le 15 août, bronzé et détendu dans un polo blanc, discutant de politique économique lors d'une réunion avec des hommes d'affaires dans une villa luxueuse sur la mer Noire. Les journalistes lui demandent « Monsieur le Président, que pouvez-vous nous dire sur le Kursk ?» Poutine hausse les épaules avec désinvolture. La situation est sous contrôle. Nos équipes font tout leur possible. Il n'y a aucune raison de paniquer. Aucune raison de paniquer. Alors que 118 hommes sont morts ou en train de mourir à 1500 km de là. Dans le compartiment 9, la situation devient désespérée. Le 16 août, 4 jours après l'explosion, l'air est devenu presque irrespirable. Le niveau de dioxyde de carbone monte inexorablement. Les cartouches régénératrices d'oxygène sont saturées, épuisées, inutiles. Les hommes halètent maintenant comme des poissons hors de l'eau, leurs poumons brûlant à chaque respiration. Les symptômes de l'intoxication au CO2 sont évidents. Maux de tête atroces, nausées, vertiges, confusion mentale. Certains hommes commencent à avoir des hallucinations. Ils voient des choses qui n'existent pas. Leur famille, des portes de sortie, la lumière du soleil. Le froid est devenu insupportable aussi. La température dans le compartiment est maintenant proche de 0. Les hommes se blottissent les uns contre les autres pour partager leur chaleur corporelle, mais cela ne suffit pas. Leurs lèvres sont bleues, leurs doigts sont engourdis. L'hypothermie s'installe lentement mais sûrement, et l'eau continue de monter. Le compartiment 8 est maintenant complètement inondé. L'eau a commencé à s'infiltrer sous la porte étanche du compartiment 9. D'abord juste quelques centimètres, puis 10 centimètres, puis 20. Les hommes doivent maintenant rester debout ou assis sur les équipements surélevés pour garder leurs pieds hors de l'eau glacée. Kolesnikov sait que la fin approche. Il peut le voir dans les yeux des hommes autour de lui, les yeux vitreux, le regard distant de ceux qui ont accepté leur mort. Il sort sa lettre, celle qu'il a écrite le premier jour. Il la déplie avec des doigts tremblants, presque paralysés par le froid. Et dans l'obscurité presque totale, les lampes d'urgence sont maintenant presque épuisées, il écrit quelques lignes supplémentaires. 15:45. Il ne sait pas quelle date c'est. Il a perdu la notion du temps. Mais il veut noter l'heure exacte. Pour l'histoire. Pour que quelqu'un sache. Il fait noir ici pour écrire, mais j'essaierai au toucher. Il semble qu'il n'y ait aucune chance. 10-20%. Espérons qu'au moins quelqu'un lira ceci. Voici la liste du personnel des sections qui sont maintenant en 9e et tenteront de sortir. Salutations à tout le monde, pas besoin de désespérer. Puis il ajoute les mots les plus déchirants, les mots qui hanteront sa veuve pour le reste de sa vie. Olechka, je t'aime. Ne souffre pas trop. Mes salutations à GV et mes amitiés aux miens. Kolesnikov, Olechka. Son surnom pour Olga, GV.
les initiales de Gennady Vyacheslavovic, son père. Les miens, sa famille élargie. Il n'a pas d'espace pour plus de mots. Ses doigts peuvent à peine tenir le stylo. Sa vision se brouille. Chaque respiration est maintenant un effort conscient. Il plie la lettre soigneusement, la glisse dans la poche intérieure de sa combinaison et la ferme avec la fermeture éclair. Il veut s'assurer qu'elle restera avec son corps, que quelqu'un la trouvera. Autour de lui, les autres hommes sont dans divers états de conscience. Certains sont déjà inconscients, effondrés dans l'eau froide qui monte. D'autres murmurent des prières, des noms d'êtres chers, des fragments de souvenirs. Le jeune Starostine appelle sa mère. « Mama, mama ». Encore et encore, comme un enfant perdu dans l'obscurité. Aryapov serre la photo de sa fille contre sa poitrine. L'encre a coulé à cause de l'humidité. Le visage de sa fille n'est plus qu'une tache floue, mais il la tient quand même, refusant de la lâcher. Le mécanicien Borisov, celui qui devait se marier en novembre, pleure silencieusement. Il pense à sa fiancée, Katia, qui doit être en train de planifier leur mariage en ce moment même, choisissant des fleurs, essayant des robes, ne sachant pas qu'il n'y aura jamais de mariage, qu'elle portera du noir à la place du blanc. Et Kolesnikov, l'officier, le leader, celui qui a maintenu ses hommes en vie aussi longtemps que possible, avec sa discipline et son calme, sent finalement son contrôle s'effriter. Les larmes coulent sur ses joues. Il pense à Olga, à leur appartement à Saint-Pétersbourg, au chat qu'ils avaient adopté ensemble, aux plans qu'ils avaient faits, aux enfants qu'ils n'auront jamais, à toutes les années qu'ils ne vivront jamais ensemble. « Pardonne-moi », murmure-t-il dans l'obscurité. « Pardonne-moi de t'avoir laissé seul. » Le 17 août, 5 jours après l'explosion, la pression politique devient finalement trop forte. Les médias internationaux ont maintenant l'histoire. CNN, BBC, tous les grands réseaux d'information rapportent que le sous-marin russe Kursk a coulé avec plus de 100 hommes à bord, que des survivants pourraient être piégés, que la Russie refuse l'aide internationale. L'indignation mondiale force finalement la main du Kremlin. Poutine, toujours en vacances mais maintenant sous une pression médiatique intense, autorise finalement l'acceptation de l'aide étrangère. Les Norvégiens mobilisent immédiatement leur équipe de plongée en eau profonde. L'équipe, dirigée par Arne Skauge et travaillant avec des plongeurs britanniques, se prépare pour un déploiement d'urgence. Ils ont l'équipement nécessaire, ils ont les compétences. Ils peuvent ouvrir l'écoutille de sauvetage du Kursk manuellement si nécessaire. Mais il leur faut du temps pour arriver, du temps pour charger l'équipement, du temps pour transporter tout depuis la Norvège jusqu'à la mer de Barents, du temps que les hommes piégés n'ont plus. Le 18 août, l'équipe norvégienne arrive sur les lieux. Ils descendent immédiatement vers le Kursk. Skauge, dans le module de plongée, peut voir le sous-marin géant à travers les caméras. La proue est complètement détruite, une preuve visuelle choquante de la violence de l'explosion. Mais la poupe semble relativement intacte. « Nous allons essayer l'écoutille de secours à l'arrière », dit-il à son équipe. « S'il y a des survivants, ils seront dans les compartiments arrière. » Les plongeurs se mettent au travail. Contrairement aux mini-sous-marins russes défectueux, les Norvégiens utilisent des plongeurs humains en combinaison de plongée en saturation qui peuvent travailler à cette profondeur. Ils inspectent l'écoutille de sauvetage. Elle est intacte, pas de dommages visibles. Ils frappent contre la coque. 3 coups forts. Puis ils écoutent. Silence. Ils frappent encore. Plus fort cette fois. Écoute à nouveau. Toujours le silence. Le cœur de Skauge se serre. Il sait ce que ce silence signifie. Mais il doit vérifier. Il doit être sûr. L'équipe commence le processus d'ouverture manuelle de l'écoutille. C'est un travail difficile, fastidieux. L'écoutille est conçue pour résister à une pression énorme. Elle n'est pas faite pour s'ouvrir facilement de l'extérieur. Mais les Norvégiens ont l'équipement et l'expertise. Après plusieurs heures de travail intense, ils réussissent finalement à faire tourner le volant d'ouverture de l'écoutille. Et puis, l'eau jaillit. Un torrent d'eau sous pression s'échappe de l'écoutille ouverte, projetant des débris, des vêtements, des objets personnels dans l'océan. Le compartiment derrière l'écoutille est complètement inondé. « Mon Dieu », murmure Skauge, « ils se sont noyés. » Les plongeurs attendent que la pression s'équilibre, puis descendent prudemment dans le compartiment. Leur lampe torche perce l'obscurité de l'eau trouble. Et ils les trouvent. 23 corps flottant dans l'eau glacée. Certains attachés aux tuyauteries pour ne pas dériver. D'autres effondrés dans des coins. Tous morts depuis des jours. Mais ce n'est pas la noyade qui les a tués. Pas directement. Les médecins légistes détermineront plus tard, lors de l'autopsie,
que la plupart sont morts d'asphyxie et d'hypothermie avant que le compartiment ne soit complètement inondé. Le niveau élevé de dioxyde de carbone les a rendus inconscients. Le froid extrême a ralenti leur métabolisme, et finalement leur cœur s'est simplement arrêté. La noyade est venue après. Quand l'un des systèmes de survie d'urgence, probablement une cartouche régénératrice d'oxygène défectueuse, a pris feu dans l'atmosphère riche en oxygène du compartiment fermé. Le feu a été bref mais intense. Il a percé une des conduites d'eau de mer. L'eau s'est déversée dans le compartiment. Les hommes étaient déjà morts ou inconscients. Ils se sont noyés sans se réveiller. C'était peut-être une miséricorde. Mourir endormi plutôt que conscient et terrifié. Les plongeurs norvégiens font leur macabre inventaire. Ils prennent des photos pour la documentation officielle. Ils commencent à identifier les corps. Et dans les poches des combinaisons, ils trouvent les lettres. Des morceaux de papier détrempés, l'encre coulée, presque illisible. Mais pas complètement. Certains mots sont encore visibles. Certaines phrases peuvent être déchiffrées. La lettre de Kolesnikov est la plus complète, protégée dans la poche intérieure de sa combinaison, fermée par une fermeture éclair. Elle a été partiellement préservée. Quand les enquêteurs la liront plus tard, avec des techniques de restauration de documents, ils pourront reconstituer la plupart de son contenu. Et quand cette lettre sera finalement remise à Olga Kolesnikova, 1 an plus tard, elle se rendra compte que son mari a survécu pendant des jours après l'explosion, qu'il a pensé à elle dans ses derniers moments, qu'il a écrit son nom alors qu'il mourait. Cette réalisation la détruira presque, parce que cela signifie qu'il aurait pu être sauvé, que si les secours étaient arrivés à temps, si l'aide étrangère avait été acceptée immédiatement, si quelqu'un avait agi avec urgence, au lieu de s'inquiéter de la fierté nationale et de l'embarras politique, son mari serait encore vivant. 23 hommes seraient encore vivants. La récupération du Koursk prend des mois. Ce n'est qu'en octobre 2001, plus d'1 an après le naufrage, que les Russes, avec l'aide d'une entreprise néerlandaise de récupération, parviennent à découper la section arrière du sous-marin et à la remonter à la surface. Quand la section arrière émerge de l'eau, c'est un spectacle grotesque. Le métal est tordu, rouillé, couvert d'algues marines. Et à l'intérieur, ils trouvent les restes de 23 hommes qui ont attendu des secours qui sont arrivés trop tard. Les corps sont identifiés par des tests ADN. Des funérailles nationales sont organisées. Les familles reçoivent des médailles posthumes, des pensions, des compensations financières. Le gouvernement russe présente des excuses officielles pour les erreurs de communication et les retards procéduraux. Mais aucune somme d'argent, aucune médaille, aucune excuse officielle ne peuvent ramener ces hommes. Le 23 août 2000, 11 jours après l'explosion, Vladimir Poutine rencontre finalement les familles des marins du Koursk. La réunion a lieu dans une école de Vidyayevo, qui a été transformée en centre de crise temporaire. Les veuves, les mères, les orphelins sont rassemblés là, certains depuis plus d'1 semaine, attendant des nouvelles, vivant dans l'incertitude et l'angoisse. Poutine entre dans la salle, accompagné d'une phalanx d'officiers et de gardes du corps. Il commence à parler, offrant des condoléances officielles, promettant une enquête complète, assurant aux familles que tout a été fait pour sauver les hommes. Et puis, Nadejda Tilik se lève. C'est la veuve du capitaine-lieutenant Sergei Tilik, 27 ans, qui est mort dans l'explosion initiale. Elle a 24 ans. Elle a un fils de 2 ans. Et elle est furieuse. « Vous mentez !» crie-t-elle, sa voix coupant à travers les platitudes officielles de Poutine. « Vous êtes restés en vacances pendant que nos maris mouraient. Les Norvégiens ont offert leur aide le 3e jour et vous avez refusé. Pourquoi? Pourquoi avez-vous laissé nos hommes mourir ?» La salle devient complètement silencieuse. Les caméras de télévision qui diffusent la réunion en direct zooment sur le visage de Tilik. Le pays entier regarde. Poutine reste impassible, mais ses yeux trahissent un éclair de colère. « Madame, je comprends votre douleur, mais vous devez comprendre que... » « Non, l'interrompt-elle. Vous ne comprenez rien. Vous n'avez pas perdu votre mari. Vous étiez au soleil pendant qu'ils étaient dans l'obscurité. » Les officiels autour de Poutine commencent à s'agiter nerveusement. Ceci n'est pas dans le script. Ceci n'était pas censé se passer ainsi. Et puis quelque chose d'extraordinaire et de terrible se produit. Un médecin militaire s'approche de Tilik. « Madame, vous êtes clairement en état de choc. Laissez-moi vous aider à vous calmer. » Avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passe, le médecin sort une seringue et injecte quelque chose dans le bras de Tilik. Un sédatif.
Elle s'effondre presque immédiatement, ses yeux se révulsant, son corps devenant mou. Des femmes autour d'elle crient. Des hommes se lèvent, protestant. Mais les gardes de sécurité interviennent rapidement, escortant Tillich hors de la salle alors qu'elle est à peine consciente. Les caméras capturent tout. Cette séquence, une veuve protestant contre le président puis étant sédatée de force, fera le tour du monde. Elle deviendra emblématique de la tragédie du Koursk. Non seulement l'incompétence et les retards ont tué ces hommes, mais le gouvernement est prêt à faire taire violemment ceux qui osaient demander des comptes. L'enquête officielle sur le désastre du Koursk conclura finalement que l'explosion a été causée par une fuite de peroxyde d'hydrogène dans la torpille 6576A. Un défaut de fabrication. Un joint défectueux. Une maintenance inadéquate. Des erreurs humaines multiples à tous les niveaux. Mais l'enquête blanchit largement la chaîne de commandement. Personne n'est tenu responsable des retards dans les opérations de sauvetage. Personne n'est puni pour avoir refusé l'aide internationale. Personne n'est sanctionné pour les mensonges répétés aux familles et aux médias. L'amiral Vyacheslav Popov, qui a commandé les opérations de sauvetage, sera plus tard interviewé par des journalistes occidentaux. Hors caméra, en privé, il leur dira quelque chose qui ne sera jamais publié officiellement, mais qui circulera parmi les journalistes comme une vérité murmurée. Nous les avons tués. Pas l'explosion. Nous. Notre fierté, notre paranoïa, notre peur de l'humiliation. Si nous avions accepté l'aide norvégienne le 14 août, ils auraient pu être sauvés. Les 23 dans le compartiment 9. Ils auraient pu vivre. Mais nous avons choisi notre orgueil national plutôt que leur vie. Je vivrai avec ça jusqu'à ma mort. Nous le devrons tous. Aujourd'hui, le cimetière de Mourmansk contient 118 tombes de marins du Koursk. Certaines ont des photos de jeunes hommes en uniforme, souriants, confiants, ne sachant pas encore que leur fierté nationale deviendrait leur cercueil. La tombe de Dimitri Kolesnikov a une photo de lui avec Olga le jour de leur mariage. Ils sourient tous les deux, radieux, pleins d'espoir et d'amour. La photo a été prise 3 mois avant sa mort. Olga visite la tombe chaque semaine. Même maintenant, plus de 20 ans après. Elle n'a jamais remarié. Elle dit qu'elle ne peut pas, que Dimitri était l'amour de sa vie, que personne ne pourra jamais le remplacer. Elle garde sa dernière lettre dans une boîte en bois sur sa table de chevet. Elle ne la lit plus, elle la connaît par cœur, mais elle aime savoir qu'elle est là, que ses derniers mots à elle existent encore, que quelque chose de lui reste. « Oleshka, je t'aime, ne souffre pas trop. » Mais elle souffre, bien sûr qu'elle souffre. Comment pourrait-elle ne pas souffrir? Les autres familles portent leur propre douleur. La mère de Dimitri Starostin est morte en 2009, à seulement 62 ans. Les médecins ont dit que c'était une crise cardiaque, mais sa famille sait mieux. Elle est morte d'un cœur brisé. Elle n'a jamais surmonté la perte de son fils unique. La fille de Rachid Aryapov, Alina, a maintenant 26 ans. Elle ne se souvient pas de son père. Elle était trop jeune quand il est mort. Mais elle garde sa lettre, celle où il lui dit qu'il sera toujours fier d'elle, même du ciel. Elle dit que cette lettre l'a guidée à travers les moments les plus difficiles de sa vie. La fiancée d'Arnold Borisov, Katia, s'est finalement mariée en 2005. Pas par choix, dit-elle, mais parce que la vie continue, parce qu'elle voulait des enfants, parce qu'elle ne pouvait pas rester figée dans le temps pour toujours. Mais elle garde encore la bague de fiançailles qu'Arnold lui avait donnée. Elle la porte sur une chaîne autour de son cou. Son mari comprend. Il ne lui demande jamais de l'enlever. Et Nadejda Tillich, celle qui a osé confronter Poutine, qui a été sédatée devant les caméras du monde entier, vit maintenant à l'étranger. Elle dit qu'elle ne pouvait plus rester en Russie, que tout lui rappelait ce qu'elle avait perdu, ce qui aurait pu être évité. Elle a écrit un livre sur l'expérience. « Ils auraient pu vivre », c'est le titre. Le livre a été interdit en Russie, mais des copies circulent clandestinement, partagées de main en main, lues en secret par ceux qui veulent connaître la vérité que leur gouvernement préfère enterrer. Le Koursk lui-même n'existe plus vraiment. La section arrière, récupérée en 2001, a été largement démantelée pour l'enquête et le recyclage. La section avant, la partie qui contenait les réacteurs nucléaires, dont s'autoisait Timofias Marseilles, et qui a été laissée au fond de la mer parce qu'elle était trop dangereuse et instable pour être remontée, repose toujours à 108 mètres de profondeur dans la mer de Barents. C'est une tombe sous-marine pour 95 hommes,
dont les corps n'ont jamais été récupérés. Un monument silencieux au fond de l'océan, invisible mais présent, rappelant que la fierté et l'incompétence peuvent être aussi mortelles qu'une explosion. Des plongeurs visitent parfois l'épave. C'est devenu un site de plongée technique pour ceux qui ont les compétences et l'équipement pour descendre à cette profondeur. Ils rapportent une atmosphère étrange, troublante. Les compartiments déchirés, les machines tordues, le silence absolu troublé seulement par le bruit de leur propre respiration. Certains laissent des plaques commémoratives, des fleurs artificielles qui ne se décomposeront jamais dans l'eau froide, des photos dans des cadres étanches, des messages dans des bouteilles scellées, des petits actes de mémoire pour des hommes que la plupart du monde a oubliés. Mais les familles n'ont pas oublié. Elles ne peuvent pas oublier. Chaque année, le 12 août, elles se rassemblent au cimetière de Mourmansk. Des dizaines de femmes vêtues de noir, certaines maintenant dans la soixantaine, d'autres encore jeunes. Des enfants qui ont grandi sans leur père. Des petits-enfants qui n'ont jamais rencontré leur grand-père. Elles apportent des fleurs, des bougies, des photos. Elles restent debout devant ces 118 tombes et se souviennent. Se souviennent des hommes qui étaient des fils, des maris, des pères, des frères. Pas des héros de propagande, pas des statistiques dans un rapport officiel. Juste des hommes qui voulaient vivre. L'une des veuves, Maria Kuzminskaya, dont le mari Sergueï était mécanicien en chef, dit quelque chose lors de ces commémorations annuelles qui résume peut-être le mieux la tragédie du Koursk. Ils sont morts 2 fois. La première fois dans l'explosion, quand 115 hommes ont péri instantanément. C'était rapide, c'était miséricordieux à sa manière. Ils n'ont pas souffert longtemps. Mais 23 sont morts une 2e fois, lentement, dans l'obscurité, dans le froid, sachant que les secours étaient proches, mais ne pouvaient pas les atteindre. Sachant qu'ils allaient mourir, non pas à cause d'une erreur technique inévitable, mais à cause de décisions humaines, à cause de l'orgueil, à cause de la bureaucratie, à cause de l'indifférence. Cette 2e mort, celle des 23, est la plus terrible, parce qu'elle était évitable, complètement, absolument évitable. Et c'est ce qui nous hante. Pas qu'ils sont morts, mais qu'ils n'auraient pas dû mourir. Elle marque une pause, essuie ses yeux, puis continue. Parfois je me demande ce que Sergueï a pensé dans ces dernières heures. A-t-il eu peur? A-t-il eu froid? A-t-il pensé à moi? À nos enfants? A-t-il écrit une lettre que je n'ai jamais reçue parce qu'elle s'est désintégrée dans l'eau? Je ne le saurai jamais. Et c'est peut-être mieux ainsi. Parce que connaître ses dernières pensées, lire ses derniers mots comme Olga a pu le faire, c'est à la fois un cadeau et une malédiction. C'est savoir exactement ce que vous avez perdu. C'est avoir une fenêtre sur l'enfer qu'ils ont vécu. Les leçons du Koursk, si tant est qu'il y en ait, restent contestées et largement ignorées. Officiellement, la marine russe a procédé à des réformes. De nouveaux protocoles de sauvetage, un meilleur entretien de l'équipement, une coopération accrue avec les services de sauvetage internationaux, des accords formels avec la Norvège, la Grande-Bretagne et d'autres nations pour l'assistance mutuelle en cas d'urgence sous-marine. Mais les critiques disent que ces réformes sont superficielles, que la culture fondamentale du secret, de la méfiance envers l'aide étrangère et de la priorité de l'image publique sur la vie humaine n'a pas vraiment changé. En 2019, lors du 19e anniversaire du désastre, un journaliste russe indépendant nommé Pavel Felgenhauer a publié une enquête approfondie sur l'état actuel des capacités de sauvetage sous-marin de la Russie. Ses conclusions étaient alarmantes. Si un autre sous-marin russe coulait aujourd'hui dans des circonstances similaires au Koursk, les résultats seraient probablement identiques. L'équipement de sauvetage reste obsolète. Les budgets de maintenance sont insuffisants. Et surtout, la volonté politique d'accepter rapidement l'aide internationale, admettant ainsi une faiblesse, reste absente. L'article de Felgenhauer a été largement ignoré en Russie. Mais à l'étranger, les marines occidentales ont pris note. Elles ont tiré leurs propres leçons du Koursk. La marine américaine a développé le Submarine Rescue Diving and Recompression System, SRDRS, un système modulaire qui peut être déployé n'importe où dans le monde en 72 heures. La Royal Navy britannique maintient le système LR5 en état d'alerte permanent. Les Norvégiens ont encore amélioré leur capacité de plongée en saturation. Et surtout, ces nations ont établi des accords formels entre elles. Si un sous-marin de n'importe quelle nation coule, l'aide sera offerte immédiatement et acceptée sans hésitation. Pas de fierté nationale, pas de secrets militaires qui valent plus que des vies humaines.
Juste une reconnaissance simple que les marins, quelle que soit leur nationalité, méritent d'être sauvés si c'est possible. C'est peut-être le seul véritable héritage positif du Kursk. Ces 118 morts ont forcé le monde à reconnaître que les sous-marins, malgré toute leur sophistication technologique, restent des environnements extraordinairement dangereux. Et que quand des hommes sont piégés dans ces cercueils d'acier, chaque minute compte, chaque décision compte, chaque fierté mal placée peut signifier la différence entre la vie et la mort. Vladimir Poutine, maintenant dans sa 3e décennie au pouvoir, n'a jamais publiquement reconnu que sa décision de rester en vacances pendant les jours critiques après le naufrage du Kursk était une erreur. Il n'a jamais admis que le refus de l'aide étrangère a coûté 23 vies. Dans les rares interviews où il est interrogé sur le Kursk, il répète la ligne officielle « Tout ce qui pouvait être fait a été fait ». C'était une tragédie, mais personne n'est à blâmer spécifiquement. Mais ceux qui l'ont vu lors de cette réunion avec les familles en août 2000 disent qu'il y avait quelque chose dans ses yeux. Pas de la culpabilité exactement. Poutine ne fait pas la culpabilité. Mais peut-être une reconnaissance profondément enfouie qu'il a échoué lors de son premier test majeur en tant que président. Quand 118 hommes mouraient, il a choisi son image publique plutôt que leur vie. Cette décision a défini d'une certaine manière tout ce qui a suivi. Le contrôle croissant des médias, la suppression de la dissidence, le refus d'admettre les erreurs ou les faiblesses. Tout peut être retracé à cette semaine d'août 2000, quand un nouveau président a appris que l'apparence du pouvoir était plus importante que la réalité de la responsabilité. Et dans le processus, 23 hommes sont morts dans l'obscurité, écrivant des lettres que leur famille ne lirait que plus tard, tapant des codes SOS que personne n'est venu secourir, attendant une aide qui est arrivée 6 heures trop tard. Il y a une dernière lettre qui mérite d'être mentionnée. Pas une lettre du Kursk, mais une lettre à propos du Kursk. En 2015, un ancien matelot de la marine norvégienne, nommé Lars Johansen, a écrit au Muséum de la marine à Oslo, demandant que son témoignage soit enregistré pour l'histoire. Johansen faisait partie de l'équipe de plongée qui a ouvert l'écoutille du Kursk le 22 août 2000. Sa lettre décrit ce qu'il a vu ce jour-là. Les détails techniques de l'opération de plongée, les difficultés d'ouvrir l'écoutille. Et puis, avec une franchise déchirante, il décrit ce qu'il a ressenti quand l'eau a jailli de l'écoutille ouverte, apportant avec elle la preuve indéniable que tous à l'intérieur étaient morts. Nous savions déjà, écrit-il. Le silence nous l'avait dit. Mais savoir et voir sont deux choses différentes. Quand cette eau est sortie portant des morceaux de vie, des vêtements, des photos, des objets personnels, j'ai compris viscéralement ce que nous avions perdu. Nous étions à 6 mètres d'eux. 6 mètres. Si nous avions été autorisés à venir 5 jours plus tôt, nous aurions pu les sauver. Tous. 23 hommes qui avaient des noms, des familles, des rêves. 23 vies qui valaient plus que la fierté nationale de n'importe quel gouvernement. Il termine sa lettre avec ces mots. « Je suis maintenant un vieil homme. J'ai plongé des centaines de fois depuis août 2000. J'ai participé à des sauvetages réussis, à des récupérations de corps, à des opérations de toutes sortes. Mais je n'ai jamais oublié ce jour-là. Je ne l'oublierai jamais. Parfois, la nuit, je rêve que nous sommes arrivés à temps, que nous ouvrons l'écoutille, et que des hommes vivants en sortent, clignant des yeux dans la lumière de nos lampes, souriant, sauvés. Puis je me réveille, et je me souviens de la vérité, et je pleure pour eux. Pour ces 23 hommes que j'ai essayé de sauver, mais que je n'ai pu que récupérer. Leurs noms devraient être connus. Leurs histoires devraient être racontées. Pas comme des héros de propagande, mais comme des hommes qui ont été trahis par ceux qui étaient censés les protéger. Comme des hommes qui méritaient mieux que ce qu'ils ont reçu. La liste complète des 23 hommes qui ont survécu dans le compartiment 9. Capitaine-lieutenant Dimitri Kolesnikov, 27 ans. Marié 3 mois. Aimait la littérature et la poésie. Capitaine-lieutenant Rachid Aryapov, 25 ans. Père d'une fille de 2 ans nommée Alina, lieutenant Sergei Sadilenko, 29 ans. Devait prendre sa retraite de la marine en novembre. Mishman Arnold Borisov, 28 ans. Fiancé, mariage prévu en novembre. Mikman Andrei Droujinine, 35 ans. Vétéran de 15 ans, 3 enfants. Mishman Igor Belikov, 30 ans. Musicien amateur, jouait de la guitare. Sergent Roman Kubikov, 24 ans. Collectionneur de timbres. Sergent Alexandre Brashkin, 26 ans. Joueur d'échecs, champion régional junior. Sergent Alexandre Neustroyev, 27 ans. Bras cassé lors de l'explosion. Matelot-chef Mikhail Bortsouk, 23 ans.
écrivait des poèmes dans ses moments libres. Matelot-chef Maxime Rybakov, 22 ans. Nageur olympique junior matelot-chef Ilya Shevchuk, 24 ans. Peintre amateur matelot Dimitri Starostin, 20 ans. Le plus jeune. Première patrouille. Matelot Sergei Loginov, 21 ans. Fiancé devait se marier en décembre. Matelot Alexandre Kerkelidze, 22 ans. D'origine géorgienne, parlait 5 langues. Matelot Robert Gestela, 23 ans. D'origine tatare. Champion de lutte régionale matelot Sergei Vizniakov, 24 ans. Père d'un fils de 6 mois qu'il n'avait vu que 2 fois. Matelot Oleg Troyanenko, 21 ans. Étudiante en ingénierie navale en congé de l'université. Matelot Ivan Nefetkov, 22 ans. Excellent cuisinier. Rêvait d'ouvrir un restaurant. Matelot Andrei Borisov, 20 ans. Fils d'un amiral à la retraite. Matelot Victor Siliagin, 23 ans. Marathonien amateur. Matelot Alexei Mityayev, 21 ans. Photographe amateur, avait un appareil photo étanche avec lui. Matelot Alexei Nekrasov, 22 ans. Le dernier nom sur la liste de Kolesnikov, 23 hommes. 23 noms. 23 vies qui se sont terminées dans l'obscurité glacée du compartiment numéro 9, à 108 mètres sous la surface de la mer de Barents, alors que le monde au-dessus continuait de tourner, indifférent à leur agonie. Ils ont écrit leurs lettres. Ils ont tapé leur code SOS. Ils ont attendu des secours qui sont arrivés trop tard. Et finalement, quand l'oxygène s'est épuisé et que le dioxyde de carbone a saturé l'air, ils ont fermé les yeux pour la dernière fois. Leur dernière pensée dirigée vers ceux qu'ils aimaient et qu'ils ne reverraient jamais. Ce n'était pas une mort glorieuse. Ce n'était pas une mort héroïque. C'était simplement une mort, lente, terrifiante, évitable. Et c'est précisément pourquoi elle doit être rappelée, parce que la gloire et l'héroïsme sont faciles à commémorer. Ce sont les récits que les gouvernements aiment raconter. Ce sont les histoires qui font bonne impression dans les musées et sur les monuments. Mais les vraies leçons de l'histoire viennent des tragédies évitables, des moments où les décisions humaines, ou le manque de décision, transforment un accident en catastrophe. Des moments où la fierté, la bureaucratie et l'indifférence tuent aussi sûrement qu'une explosion. Le Koursk n'est pas une histoire de sous-marins ou de torpilles défectueuses. C'est une histoire sur ce qui se passe quand les systèmes que nous créons pour nous protéger deviennent les instruments de notre destruction. Quand l'image devient plus importante que la substance, quand le secret devient plus précieux que la vie. C'est une histoire qui se répète, encore et encore, dans différents contextes, dans différentes nations, avec différents acteurs mais le même schéma tragique, et tant que nous, en tant qu'espèce, continuerons à valoriser l'orgueil plus que l'humilité, le secret plus que la transparence, l'apparence plus que la réalité, d'autres Koursk se couleront, d'autres hommes mourront dans l'obscurité, écrivant des lettres que leurs familles ne liront que trop tard, attendant des secours qui n'arriveront jamais à temps. Peut-être que c'est la vraie leçon du Koursk, pas une leçon technique sur la conception des sous-marins ou les protocoles de sauvetage, mais une leçon humaine sur nos priorités, sur ce que nous valorisons, sur ce pourquoi nous sommes prêts à laisser mourir des gens. 23 hommes sont morts dans le compartiment numéro 9 parce que quelqu'un, quelque part, a décidé que l'embarras national était plus grave que leur mort, que l'admission de faiblesse était plus coûteuse que 23 vies. Cette décision a été prise non pas par un monstre, mais par des gens ordinaires qui pensaient protéger leur nation, leur carrière, leur président. Des gens qui, confrontés à un choix difficile, ont choisi la voie de la moindre résistance politique plutôt que la voie qui aurait pu sauver des vies. Et c'est peut-être la leçon la plus terrifiante de toutes. Parce que cela signifie que cela peut arriver à nouveau, que cela arrivera à nouveau, que quelque part maintenant, des systèmes sont en place qui, lorsqu'ils seront testés, échoueront de la même manière catastrophique, sauf si nous nous souvenons, sauf si nous apprenons, sauf si nous refusons de laisser ces 23 noms et les 95 autres qui sont morts avec eux devenir simplement des statistiques dans un rapport officiel. Dimitri Kolesnikov a écrit « Pas besoin de désespérer, mais peut-être qu'un peu de désespoir est nécessaire. Le désespoir qui vient de reconnaître pleinement la tragédie de ces morts évitables. Le désespoir qui nous force à nous demander « Comment pouvons-nous faire mieux? Comment pouvons-nous nous assurer que la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, nous ferons les bons choix ?» Les réponses ne sont pas simples. Elles ne sont jamais simples. Mais elles commencent par la mémoire, par refuser d'oublier, en insistant pour que ces hommes soient vus non comme des héros abstraits ou des victimes anonymes,
mais comme des individus avec des noms, des visages, des familles, des rêves. Dimitri Kolesnikov aimait la poésie de Pouchkine. Rachid Ariapov avait une fille qui ne se souviendra jamais de lui, Dimitri. Starostin avait seulement 20 ans et toute une vie devant lui. Ce sont leurs histoires. Ce sont leurs lettres. Ce sont leurs vies qui ont été perdues, non pas à cause du destin ou de la malchance, mais à cause de décisions humaines qui auraient pu, qui auraient dû, être différentes. Que leurs noms soient rappelés, que leurs lettres soient lues, que leur mort ne soit pas en vain, et que la prochaine fois qu'un dirigeant est confronté au choix entre l'orgueil et la vie, entre l'image et l'action, entre le secret et le sauvetage, il se souvienne de ces 23 hommes dans l'obscurité, tapant SOS dans le silence, écrivant leurs lettres d'adieu, attendant des secours qui sont arrivés trop tard.